Si tu en as assez de te sentir écrasé sous le poids des responsabilités, si tu es fatigué d'avoir l'impression d'être coincé dans une réalité dans laquelle tu ne te reconnais pas, si tu es perdu dans tes rôles de maman, de conjointe et que tu n'arrives presque plus jamais à trouver du temps pour toi en tant que femme, je pense que cet épisode va te plaire, car je vais t'expliquer comment jongler avec tout ça et reprendre le pouvoir sur ta vie. Bienvenue dans Confidence d'une guerrière. Ici, on parle développement personnel avec simplicité, intensité et authenticité. Je suis Laurie et à travers ce podcast, je t'aide à te reconnecter à toi-même pour t'apprendre à t'épanouir pleinement dans ta vie comme dans ta relation de couple. Ensemble, on va harmoniser tes énergies féminines et masculines, allier puissance et douceur et développer ton self-love pour mieux aimer et mieux être aimé. Alors respire profondément, c'est parti. Bonjour à toutes et bienvenue dans Confidence d'une guerrière. Ceci est l'épisode 7 et la 5e partie de la série spéciale L'éveil d'une guerrière en talons, dans laquelle je te dévoile comment j'ai transformé mes blessures en puissance et comment est né mon concept de guerrière en talons. C'est déjà l'avant-dernière partie et pas des moindres, car ce que je vais te partager aujourd'hui ne concerne plus du tout mon passé, mon enfance ou mes traumas. Non, il s'agit de mon présent. Je vais te parler d'une période pas si lointaine de ma vie et pourtant qui me semble déjà faire partie d'une autre vie et surtout concerner une autre moi. Dans l'épisode précédent, je t'ai donc raconté ma rencontre avec mon mari et comment tout s'est enchaîné très vite, tellement tout semblait évident. J'aimerais t'expliquer pourquoi à ce moment-là ma vie a changé. Pas parce que mon mari est arrivé, pas directement. C'est plutôt le contraire en fait. C'est justement parce que moi, j'avais changé qu'il a pu entrer dans ma vie. J'étais prête. Ce n'est pas parce que j'avais guéri mes blessures ou parce que je n'avais plus peur, mais grâce à tout ce que j'avais traversé, je savais comment vivre avec tout ça, comment cohabiter avec mes blessures et mes peurs. En ce qui concernait la vie de couple, ou plutôt qui j'étais moi quand j'étais en couple, et cette notion est importante, j'avais réalisé beaucoup de choses et ça m'avait permis de shifter mon identité intérieure. Aussi, quand on a traversé le pire, ou en tout cas ce qu'on considère être le pire, selon son propre barème de perception. Et moi, à l'époque, ma relation avec ce fameux pervers narcissique dont je te parle dans le dernier épisode, c'était pour moi le pire. Et quand on s'est relevé de ce pire, on a tout de suite beaucoup moins peur pour la suite. Personnellement, je pensais vraiment avoir touché le fond, donc je ne pouvais plus que remonter. Et si mon mari était entré dans ma vie quelques mois ou quelques années plus tôt, je ne peux vraiment pas être sûre que ça aurait fonctionné. J'aurais tout autant pu saboter notre histoire, en replongeant dans de vieux schémas ou en me laissant dominer par mes peurs. Non, ce que j'ai compris quand je me suis sortie de cette relation avec ce pervers narcissique, c'est clairement que si je voulais quelqu'un qui me respecte, je devais moi-même me respecter d'abord. Et surtout arrêter de tout accepter, d'être trop compréhensive ou trop empathique. Certes, chacun a droit à l'erreur, à une deuxième chance. Oh, le pauvre, il n'a pas eu une vie facile, il faut le comprendre. Il a du potentiel, il peut changer, il peut évoluer. Non, stop, ce n'est pas mon job. Ce n'était pas mon job et ce n'est pas ton job de jouer à la sauveuse, d'être une béquille. De plus, j'avais réalisé que non seulement le choix du partenaire est important, mais aussi qui on est dans la relation, comment on s'y sent. Est-ce que notre partenaire nous élève? Est-ce qu'il nous soutient? Est-ce qu'il nous encourage à évoluer, à aller plus loin, à devenir plus? Ou est-ce que c'est le contraire? Lorsqu'on se respecte assez, lorsqu'on s'aime assez et qu'on connaît sa valeur, l'autre n'a pas le pouvoir de nous détruire. Plus on est connecté à soi-même, à son instinct, à ses ressentis, plus on ressent vite lorsque quelque chose ou lorsque quelqu'un n'est pas aligné avec notre énergie. Soit, tout ça pour en revenir au fait donc que j'ai rencontré cet homme au bon moment dans ma vie
car j'étais devenue la femme qui était prête à accueillir cette relation. Et donc tout s'est enchaîné, mariage, enfants, etc. Et au niveau organisation, je gérais pas mal de choses seule. Et je pense qu'on est beaucoup dans le même cas. Mais je savais au fond de moi que c'était pas à cause de mon mari. Des fois, je lui en voulais un peu, mais en fait, au fond de moi, je savais que c'était pas sa faute. Parce que je ne demandais que très rarement de l'aide. Puis, encore une fois, je suis retombée dans une empathie un peu mal placée. Je sais que j'ai besoin de moins de sommeil que lui. Alors d'office, je gérais les réveils la nuit. Je culpabilisais de prendre du temps pour moi, au lieu de m'occuper de mes enfants. Alors que mon mari bossait beaucoup plus et avait très peu de temps pour décanter. Moi, j'avais un boulot assez simple, avec beaucoup de télétravail. C'était pas pareil au niveau responsabilité et charge mentale. Et puis, j'avais une tendance orgueilleuse à vouloir inconsciemment tout gérer. Genre, je sais pas, je voulais prouver, encore une fois, que je n'avais besoin de personne. Je m'en suis pas rendu compte tout de suite, évidemment, c'était inconscient à l'époque. Je te passe les détails, mais à un moment, mon mari a eu l'opportunité de changer de boulot. Avec un meilleur salaire, mais aussi beaucoup plus de responsabilités. Un horaire encore plus chargé, plus de temps sur la route, en rendez-vous. Du coup, même les petites choses que j'arrivais à goupiller sans les enfants, par exemple aller faire les courses, c'était mort. Et je me souviens que du coup, j'avais pris l'habitude, j'allais faire les courses avec ma fille de 2 ans dans le caddie, dans le petit siège là, et le maxi-cosy à l'intérieur du caddie. Je ne savais pratiquement plus rien mettre dedans. Et les enfants, habitués à ce fonctionnement aussi, donc le fait que maman gérait tout, que c'était maman qui s'occupait d'eux, me réclamaient d'office beaucoup plus que papa. Et quand ils étaient avec lui, ils étaient beaucoup plus difficiles. Et lui avait moins de patience que moi, avec la fatigue, la charge mentale, etc. Donc, la majorité du temps, je culpabilisais, car au final, personne ne passait un bon moment. Et à un moment, j'ai fini par me résigner. Je me disais que je finirais bien par avoir du temps pour moi quand les deux iraient à l'école, seraient plus grands, plus autonomes, et qu'au final, je pouvais bien impatienter et mettre ma vie entre parenthèses. Qu'après tout, c'était ça être maman. Et je l'avais choisi, je devais l'assumer. Jusqu'à un jour, je me souviens, c'était en fin 2023, j'ai suivi un programme d'orientation au boulot. Parce que, en fait, je sentais que le poste auquel j'étais me gonflait et j'avais un peu envie, d'être peut-être mutée dans un autre service et ça m'intéressait un peu d'aller voir ce qu'ils avaient à me dire. Est-ce que j'étais à ma place? Est-ce que je devais faire autre chose? Bon. Et j'avais aussi éventuellement le projet, à l'époque, de me lancer en tant qu'indépendante dans les assurances. Mais quand mon deuxième irait à l'école, évidemment. Et quand j'ai suivi ce petit programme avec des tas de questionnements, d'exercices, etc., on m'a fait remarquer que je n'arrêtais pas de dire je ferai ça quand mon fils ira à l'école, je ferai ça plus tard, je ferai ça... je mettais ma vie entre parenthèses. Et le fait qu'ils me le disent comme ça m'a un peu réveillée. Ils m'ont vraiment fait conscientiser ça, que je n'avais pas à avoir cette croyance que je devais mettre ma vie entre parenthèses, qu'il y avait certainement des choses que je pouvais faire même tant que mon fils n'allait pas encore à l'école, quoi. Et donc, début 2024, j'ai commencé à me reprendre en main. J'ai vraiment eu un réveil comme ça, un petit regard sur ma vie à l'époque. J'allais fêter mes 35 ans, j'étais assez fière du parcours et j'avais vraiment envie de fêter ces 35 ans et tout ce que j'avais accompli. Et j'ai commencé à reprendre soin de moi, à refaire du sport notamment, à faire mes premières petites sorties sans les enfants. C'était un truc super stressant à l'époque, je me souviens, mais j'ai commencé à me sentir à nouveau vivante en fait. Et l'année 2024 s'est bien passée. Après les vacances, j'avais vraiment envie de faire quelque chose pour moi, de construire quelque chose. Et j'ai découvert le marketing digital. Je me suis lancée dans une activité indépendante et ça faisait vraiment du bien de refaire un truc pour moi. Et surtout, au début, on ne s'en rend pas compte, mais se lancer dans l'entrepreneuriat, ça demande une vraie quête spirituelle. Il est nécessaire de beaucoup travailler sur son mindset. On découvre des blocages, des failles. Et clairement, si on veut aller plus loin, si on veut vraiment avoir du succès, on doit travailler là-dessus.
Bon, par contre, j'ai vite remarqué que j'avais beaucoup de mal à jongler avec tout. Parce qu'en réalité, même si j'étais en train de faire quelque chose pour moi, j'avais rien changé à mon fonctionnement interne. Je m'étais juste ajouté de nouvelles tâches au planning. Et à un moment, j'ai compris que vouloir tout gérer seul ne rendait service à personne. Alors, non seulement ça n'apprenait pas à mes enfants à être plus autonomes, et cela ne les habituait pas à être surveillés, gérés par leur père, et aussi, en réduisant les moments où mon mari devait s'occuper seul d'eux, et que moi je faisais autre chose, voire était hors de la maison, simplement parce que je voulais lui épargner des moments compliqués, mais je ne le protégeais pas. L'intention était bonne, bien entendu. Je voulais juste pas lui ajouter de la charge mentale, mais en agissant de la sorte. Je ne lui apprenais pas non plus à apprendre à mieux communiquer avec eux, à mieux gérer ses émotions face à eux. Ni l'un ni l'autre n'étions dans notre pleine puissance. Moi, en ne me permettant pas de lâcher prise, et ni de me ressourcer, et lui, en ne lui permettant pas d'évoluer. À un moment, j'ai donc décidé de reprendre ma puissance en lui rendant ce qui était à lui, ce qui était sa responsabilité, celle de travailler sur ses propres émotions, sur sa propre charge mentale, sur sa propre identité. Parce que la vérité, c'est clairement que avant d'être maman, je ne gérais pas aussi bien mes émotions qu'aujourd'hui. Avant d'être maman, je me sentais peut-être débordée par certaines choses, alors que maintenant, je me sens débordée avec 36 000 autres choses en plus. La charge mentale est quelque chose qui évolue, tout comme la manière dont on vit nos émotions. Et je ne lui permettais pas cette évolution en voulant tout faire à sa place. Donc, j'ai réalisé que c'était pas mon job de le protéger en l'empêchant d'évoluer, en fait. Et que faire à la place d'eux n'était positif pour personne. À partir de là, beaucoup de choses ont changé, en fait, naturellement. J'en ai un peu parlé à mon mari, bien entendu, mais sans plus, parce que je voulais que ce soit naturel aussi chez lui qu'il reprenne ces responsabilités-là. Mais aussi simplement parce qu'il voyait bien que mon comportement était différent depuis quelques semaines, que j'étais plus posée, plus positive, plus comblée. Et naturellement, il a commencé à s'intéresser au développement personnel aussi, à la spiritualité, à la régulation du système nerveux. Et cette nouvelle manière de faire s'est installée simplement. Mais c'est pas pour ça que tout roulait facilement. Pas dès le début, bien entendu, sinon ce serait trop facile. Avoir un job à temps plein, les enfants, un business en développement, ça demande beaucoup d'organisation. Et puis, les enfants sont nos plus puissants miroirs. Ils activent nos traumas, ils activent nos failles. Pendant longtemps, je remettais la faute sur leur comportement. Je culpabilisais parce que je pensais que je ne les éduquais pas correctement. J'étais très dure avec moi-même et avec eux. Et dans mon trajet de développement personnel, à un moment, j'ai beaucoup été observer justement mes traumas et mes blessures du passé. Et clairement, beaucoup étaient liés à l'enfance, évidemment. C'est pourquoi je t'ai raconté toutes ces histoires dans les épisodes précédents. Parce que grâce à ce travail, j'ai compris que quand un comportement de mes enfants me contrariait particulièrement, tu sais, ces petites choses qui nous font systématiquement perdre patience très vite, ce n'était ni leur faute, ni celle de l'éducation que je leur donnais, mais simplement, c'était parce que ça venait réveiller une sorte de blessure en moi. Et je vais te donner un exemple concret. Ma fille est une vraie drama queen. Elle aime bien geindre, se plaindre, pleurnicher. Et depuis qu'elle est toute petite, depuis qu'elle sait parler à peine, et depuis qu'elle est toute petite, j'essaye de changer ça parce que je déteste ça. Je déteste les gens qui gênent, les gens qui se plaignent et qui pleurnichent. Et j'ai essayé dans tous les sens de comprendre pourquoi elle faisait ça. Quel était son besoin? Est-ce que c'était pour attirer l'attention, par exemple? Mais peu importe, parce que de l'attention je lui donnais, de l'amour aussi. Impossible de trouver vraiment la faille dans la raison. Alors j'essayais de lui expliquer qu'elle pouvait s'exprimer simplement, parler, poser des questions, essayer de me convaincre à la limite quand j'avais dit non pour quelque chose, au lieu de pleurer. Je lui expliquais aussi qu'il y a des choses pour lesquelles pleurer n'est pas nécessaire. Qu'il y avait, entre guillemets, des bonnes raisons de pleurer et des raisons où pleurer c'était un peu trop gros, quoi.
Ça valait pas la peine d'user autant d'énergie pour une si petite chose. Et je lui expliquais, j'essayais aussi de la rendre un peu plus forte, quoi, un peu moins victime. Et maintenant que j'y pense, c'était dur. J'étais tellement dure, j'étais tellement exigeante. Mais en fait, je regardais ça avec mes yeux d'adulte. La pauvre, ouais, c'est qu'une enfant. Tu vois. Et il y a quelques temps, j'ai compris, non pas pourquoi elle faisait ça, car au final, peu importe, mais surtout pourquoi j'arrivais pas à rester calme et patiente dans ces moments-là. Simplement parce que ça me rappelait ma grand-mère et ses plaintes incessantes. Elle me rappelait cette figure de féminin faible, subissant ses émotions. Sauf que ma fille, elle n'y peut rien. Elle ne fait pas ça parce qu'elle est comme ma grand-mère. C'est juste une petite fille qui est en apprentissage face à ses propres émotions. Et travailler sur moi était bien plus efficace que vouloir à tout prix travailler sur elle. Et ça s'applique également dans la relation de couple. Lorsque votre partenaire vous fait par exemple un reproche sur un domaine bien particulier, par exemple, assez récurrent, de manière assez récurrente. En gros, voilà comment je le vois. Pour moi, il y a 3 possibilités de réaction. La première, et c'est ce qui arrive très souvent, on le prend personnellement. On est focalisé sur le fait que ça nous blesse. On entre en conflit, on se dispute, ou alors on pleure, on répond par d'autres reproches. Au final, ça devient une compétition et celui qui ira le plus loin et qui blessera le plus l'autre gagnera, en gros. Au final, on n'a rien gagné, on n'a rien compris et ça amène rarement quelque chose de productif. 2, on peut se demander pourquoi il nous reproche ça au final. Quel est son besoin, si on trouve que le reproche il est faux, qu'il est injuste, tu vois, quel est son besoin derrière? Et comment on peut faire pour le combler? Comment on peut faire pour l'aider à ne plus se sentir dans ce besoin-là? On peut faire un effort, mais au final, on se sent toujours blessé parce qu'on trouve toujours que c'est injuste quand même qu'il nous ait fait ce reproche-là. Et surtout la manière de l'avoir délivré, ça nous blesse. On dit, ok, t'as ce besoin-là, mais dis-le-moi autrement. Surtout que souvent, c'est pas le fait qu'on va faire des efforts qui va changer quoi que ce soit. Malgré nos efforts, il y a de fortes chances que ce reproche finisse par être à nouveau dit à un moment donné. Et ça va à nouveau nous blesser parce là, en plus, on va se dire, punaise, j'ai fait des efforts et il l'a même pas vu. Par contre, pour moi, il y a une 3e manière. En tout cas, c'est celle qui a marché pour moi. C'est se demander pourquoi je me sens blessée par ce reproche. Parce que la majorité du temps, comme je disais avant, tout ce qu'il y a à entendre, c'est l'expression d'un besoin. Mal délivré, certes, mais besoin quand même. Je vais te donner un bête exemple. Admettons que votre compagnon vous fait souvent la remarque que vous êtes trop sur votre téléphone. C'est certainement l'expression simplement d'un besoin, qu'il a plus besoin de votre attention, qu'il a envie que vous soyez plus dans le présent avec lui. Peut-être plus besoin d'affection. Voilà. Soit. Et il n'y a rien de mal à ça. On a tous le droit d'exprimer nos besoins. Et on est tous humains. On ne délivre pas toujours les messages de la bonne manière. Et souvent, une simple bonne discussion sur les besoins de chacun et un petit travail sur la manière de communiquer pourrait rapidement désamorcer le conflit. Et en fait, réaliser que si quelque chose ou quelqu'un nous blesse, c'est qu'on lui en donne le pouvoir. Ça, c'est important. Parce que reprendre cette responsabilité, c'est reprendre ce pouvoir. Ne plus être dans l'émotion, dans la blessure, permet d'être beaucoup plus ouvert, plus à l'écoute, et surtout de ne plus se sentir blessé au moindre reproche, à la moindre remarque qui nous semble injuste ou qui n'a pas été bien délivrée. Il ne s'agit pas, de ne plus jamais être triste ou de ne plus jamais être en colère, mais d'accepter de simplement se laisser traverser par ces émotions, de les vivre dans la bienveillance, de dire « Ah, ok, je remarque que ça me rend triste, ou que ça me met en colère. » De comprendre pourquoi ces émotions sont là, pourquoi est-ce que ça me rend triste, pourquoi est-ce que ça me met en colère. Et de les laisser partir une fois qu'on a capté le message. Et tout ça peut se résumer en un principe dont j'ai déjà parlé. Le bonheur vient de l'intérieur. Tout changement que tu veux voir dans ta vie commence par un changement en toi-même. Ta vie ne peut pas changer si toi, tu ne changes pas. Reprendre ses responsabilités,
Ce n'est pas culpabiliser et se flageller. Ce n'est pas se dire « Oh, c'est ma faute ». Non, non, c'est reprendre son pouvoir sur sa vie, sur son bonheur. Parfois, il est même pas nécessaire de changer quoi que ce soit dans ta réalité 3D pour te sentir plus heureuse, mais simplement de changer les lunettes au travers desquelles tu observes ta vie et comment tu la vis. Je ne me suis jamais sentie aussi heureuse, comblée et reconnaissante qu'aujourd'hui. Et pourtant, rien n'a changé dans ma réalité. Les enfants sont toujours difficiles parfois. Ma fille geint tout le temps. Mon fils ne fait toujours pas ses nuits. Les disputes dans le couple, ça arrive encore. Je vis dans la même maison, je fais le même travail. Je suis toujours dans le même pays où il y a plein de grisailles et plein de pluie. Je n'ai pas plus d'argent. Et pourtant, je ne me sens plus submergée ou lésée par ma vie comme avant. Je ne subis plus mes émotions. Je prends du temps pour moi quand j'en ai besoin, aussi parce que j'exprime mieux mes besoins. Et je suis plus à l'écoute de mes besoins, mais aussi des besoins de mon mari et de mes enfants. Et ça fait une énorme différence. Et tu sais ce qui est génial? C'est de réaliser que ce n'est que le début d'une nouvelle vie, connectée à la gratitude et à l'amour. Alors voilà simplement ce que je peux te conseiller. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode de Confidence d'une guerrière. Et si cet épisode t'a plu, si ça t'a parlé, si tu t'es reconnu dans ce que je t'ai raconté, pense surtout à t'abonner pour ne rater aucun épisode. Et partage-le à une autre guerrière dans ton entourage qui a besoin d'entendre tout ça. Ne garde pas pour toi ce qui peut changer la vie de quelqu'un. Viens aussi me retrouver sur Instagram pour encore plus de conseils, d'inspiration et d'échanges. Et tu trouveras mon pseudo en description. Et si tu veux m'aider à faire grandir ce podcast, laisse-moi 5 étoiles et un avis. Ça fait toute la différence. Aussi, si je peux me permettre de t'inviter à venir me rejoindre sur Instagram, c'est parce que cette semaine, je suis en train de vivre une aventure incroyable avec ma communauté qui se passe sur Telegram. C'est une expérience audio de 7 jours transformationnelle, des audios puissants que je te partage au quotidien afin que, au bout des 7 jours, tu ne sois plus la même femme qu'au début. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode, mais d'ici là, je veux que tu te rappelles que le bonheur ne vient pas de l'extérieur. Et aussi, n'oublie pas que le changement est bien plus simple que tu ne le penses et que tu es bien plus puissante que tu ne le crois.